Le fort d'Alamo, une bataille qui a marqué l'histoire du Texas et des États-Unis. Pourquoi le siège et la bataille de Fort Alamo ont-ils eu lieu? Comment le Texas a-t-il finalement obtenu son indépendance? Le fort Alamo est également connu grâce au film tourné en 1960 par John Wayne, qui incarne un personnage légendaire de l'Alamo, Davy Crockett. Plongeons cette fois en 1836, au cœur d'une bataille qui a changé l'histoire du Texas, la bataille de Fort Alamo. Le Texas, une terre qui a depuis longtemps fait l'objet d'un conflit. Déjà bien avant l'arrivée des conquistadors, les tribus amérindiennes s'y affrontent pour la possession des terrains de chasse. Mais l'arrivée des Européens a fait couler encore plus de sang dans ce pays. L'explorateur espagnol Alonso Álvarez de Pineda prend possession de ce territoire au nom du roi Charles V en 1519. Un autre aventurier, Cabeza de Vaca, traverse d'est en ouest le pays avec ses compagnons. Son récit va émerveiller les autorités de Mexico. Pour lui, il y a énormément de richesses, de trésors dérobés par Cortés et Pizarro. Le père Marcos de Niza, un moine franciscain qui a lui aussi voyagé dans cette terre inconnue, dit avoir aperçu l'une des 7 légendaires cités d'or de Cibola. Une expédition est menée pour retrouver cette cité d'or. Francisco Vázquez de Coronado, de 1540 à 1542, va s'élancer. Mais son expédition ne se passera pas aussi bien que prévu. Son groupe se perd, est à court de vivres et est décimé par les épidémies. La plupart des membres du groupe trouvera la mort lors de cette expédition. En 1543, les rescapés de l'exploration, dirigés par Hernando de Soto, regagnent Mexico en traversant le Texas. Mais ils s'aperçoivent que les Espagnols sont entrés en conflit avec les Indiens. Au cours des années et siècles à venir, les hommes de fer feront figure d'envahisseurs et d'agresseurs. Les premiers missionnaires franchissent le Rio Grande. En 1685, les Français, suite à une erreur de navigation, entrent par les bouches du Mississippi. Le cavalier de La Salle plante le drapeau à fleur de lys du roi Soleil. Fort Saint-Louis est construit sur les bords de la Garcitas Creek, qui se situe dans le sud-est du Texas. Même si c'est le premier peuplement européen sur cette terre, il ne connaîtra pas un très bon sort. En avril 1689, Alonso de León est chargé de chasser les Français hors de ce territoire. Mais quand il arrive, il est face à un fort Saint-Louis complètement détruit. Les Indiens ont montré leur force face aux colons. Pour les Espagnols, cette attaque est un avertissement et ils comptent bien renforcer leur force dans cette région. Mais les Français ne comptent pas en rester là. Ils comptent bien maintenir leur présence au Texas. L'objectif des Français est simple. Il faut poser des jalons autour du golfe du Mexique. Depuis la Louisiane, ils franchissent à plusieurs reprises la frontière pour explorer la zone, mais également faire du commerce. À Mexico, le vice-roi n'a pas tellement les moyens de faire face à ces nouvelles menaces. Mais il y a eu quelques changements depuis l'expédition d'Alonso de León.
des missions franciscaines et des villages ont été bâtis. Pour la sécurité des civils, des fortins sont construits à proximité des villages. Il y a même un gouverneur qui administre la région. Les habitants du Mexique peuvent aller vivre au Texas. Mais tout le monde sait que cette province n'est pas sûre du tout. La population sait qu'il y a beaucoup d'Indiens hostiles dans la région. Et de ce fait, les habitants du Mexique ne veulent pas prendre de risques. C'est la guerre de 7 ans qui va mettre un terme au conflit entre les Français et les Espagnols. Le traité de Paris de 1763 dépouille la France de la quasi-totalité de ses possessions américaines. Suite à un accord secret, la Louisiane passe à la couronne d'Espagne et cette province couvre toute l'étendue des Grandes Plaines. Le sort du Texas est-il enfin scellé ? Eh bien non, car en avril 1803, la Louisiane est redevenue française sous l'égide de Bonaparte. Mais ce territoire est désormais la propriété du gouvernement des États-Unis. À la solde du cabinet de Washington, des explorateurs sont envoyés au Texas pour étudier la topographie de la région, les richesses du sol, la flore, la faune et les tribus indiennes qui y vivent. Les dirigeants ibériques ne cachent pas leur colère face à ces intrusions. En 1807, le lieutenant Zébulon Pike et son détachement explorent le Colorado. Mais ils vont se perdre sur le Rio Grande. Ils seront emprisonnés et reconduits à la frontière sous bonne escorte. De nouveaux incidents éclatent à la frontière entre le Texas et la Louisiane. Le Texas est dans la ligne de mire des Américains. Au grand désarroi des autorités ibériques, les Américains souhaitent l'éclosion du mouvement révolutionnaire mexicain, qui compte renverser le gouvernement royaliste puis déclarer l'indépendance. Des chefs rebelles sont accueillis à Washington et reçoivent même des fonds qui sont destinés à financer des expéditions. Le gouverneur de la Louisiane, William Claiborne, cède face à la pression des spéculateurs fonciers et apporte son soutien. Très rapidement, des mercenaires recrutés, surtout dans la Nouvelle-Orléans, rejoignent les Patriotes. En août 1812, les forces combinées sous les ordres du marchand Bernardo Gutiérrez de Lara et du lieutenant Augustus W. Magee envahissent le Texas et vont massacrer des loyalistes. Ils réussissent à prendre Nacogdoches, La Bahia et San Antonio. Mais suite à des dissensions au sein de leurs forces, l'avance s'arrête brusquement. Ce n'est qu'en juin 1919 que James Long souhaite réaliser son rêve qui est de conquérir le Texas. Son expédition est financée par la ville de Natchez, dans le Mississippi, et rassemble une centaine de mercenaires. Mais au bout de 4 mois d'expédition au Texas, il doit rapidement faire demi-tour, car l'armée mexicaine est à ses trousses. Il va retenter en septembre 1821 avec une 50aine de mercenaires, mais échoue une nouvelle fois. Le 24 août 1821, l'ancien général royaliste Augustin de Iturbide obtient du vice-roi la signature du traité de Cordoba. Après des années de guerre civile, l'indépendance du Mexique est devenue effective. Il faudra attendre 1824 pour que le pays devienne une république fédérale et se dote d'une constitution qui ressemble au modèle américain. Le Texas n'est pas un État séparé de la fédération mexicaine. Il est rattaché à la province du Coahuila, une région minière située au nord-ouest du Rio Grande. Sa capitale est Saltillo, une petite ville du Coahuila. Au moment de l'indépendance, le Texas ne compte pas plus de 5000 colons. La faiblesse du peuplement est un problème pour les dirigeants mexicains, car les Indiens pillent les fermes qui sont isolées, emmènent des femmes et des enfants en captivité, volent des chevaux et du bétail. La menace est présente, mais les soldats sont incapables de contenir cette menace, car ils sont peu nombreux et très mal équipés. Des groupes de miliciens se forment pour effectuer des expéditions punitives, mais cela ne change rien. En 1821, le Texas est ouvert à la colonisation étrangère, ce qui surprend plus d'une personne face à cette annonce. Avec ses 6 millions d'habitants, le Mexique ne peut pas contrôler le flux migratoire au nord du Rio Grande. Pour lui, il faut que le Texas soit mis en valeur. Du coup, des contrats vont être signés avec le gouvernement mexicain. Les candidats qui sont recrutés pour l'émigration du Texas sont conduits à l'endroit qui leur est désigné. Une fois installés, ils peuvent bénéficier d'avantages fiscaux et douaniers pour une durée de 10 ans. Au bout de 4 ans, ils reçoivent un titre de propriété contre le versement d'une somme modique.
En échange de la redevance annuelle qu'ils doivent verser aux fondateurs de la colonie, ils ont pour mission de travailler le sol, de jurer obéissance et fidélité à leur nouvelle patrie et d'adhérer à la religion catholique romaine. Ce sont les Anglos, comme ils sont appelés, qui viennent émigrer au Texas. Dès 1823, des villages sont bâtis, comme San Felipe, Columbia, Brazoria, Bastrop et Washington on the Brazos. Des publicités voient le jour sur le Texas, annonçant que c'est un lieu où toutes les espérances sont permises, comme faire fortune. Ces publicités vont inciter plus d'un Européen à venir s'installer au Texas. Les nouveaux arrivants qui émigrent n'ont pas la vie facile. Ils font face au climat changeant du Texas, qui abîme les cultures, aux Indiens qui font toujours peser une menace, aux loups qui tournent autour des fermes, aux morsures de serpents à sonnette, au manque d'hygiène qui provoquera des épidémies telles que le choléra, la petite vérole, la typhoïde, la dysenterie et les infections vénériennes. Suite au laxisme des autorités, des bandes de brigands se forment et effraient les villageois. Certains, pour protéger leurs affaires, vont faire appel à des mercenaires pour abattre à coups de pistolet ces brigands. La justice faite par soi-même, parce que la justice en elle-même est beaucoup trop longue pour régler le problème, voit le jour. Des personnes cherchant une seconde chance ou une nouvelle vie arrivent également au Texas. Mais cette belle vie ne va pas durer très longtemps. Le 16 décembre 1826, la ville de Nacogdoches est en plein émoi. Au milieu de l'après-midi, une trentaine de cavaliers armés ont capturé la garnison mexicaine qu'ils font défiler, les mains sur la tête, sur la place principale. Le maire et ses principaux conseillers sont également interpellés. Les habitants se mettent à l'abri chez eux, mais ils remarquent que l'un des cavaliers brandit une bannière où on peut lire « Indépendance, liberté et justice ». Personne ne sait qui sont ces cavaliers. En réalité, ces cavaliers sont des aventuriers américains, recrutés pour la plupart d'entre eux en Louisiane. Leur chef est Benjamin Edwards. Il est le frère aîné de Hayden Edwards, qui est connu pour avoir offert ses services en 1825 au gouvernement mexicain en qualité d'émigration. Les rebelles ne comptent pas s'arrêter là. Benjamin Edwards décide de se rallier aux tribus indiennes de la région et proclame l'indépendance de la République de Fredonia. Un État fantoche qui sera surtout destiné au développement de la contrebande. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Il n'a aucun soutien logistique extérieur et il est ensuite lâché par ses alliés indiens. Il n'a donc aucun moyen matériel pour organiser une résistance. Le 22 janvier 1827, la cavalerie mexicaine se rapproche de la ville de Nacogdoches pour l'encercler, mais les rebelles prennent la fuite. Ils sont traqués par leurs poursuivants, mais réussissent à les semer en passant la frontière américaine. L'avertissement est pris au sérieux par le gouvernement mexicain qui s'aperçoit que les colons anglo-américains abusent de l'hospitalité qui leur a été offerte. À ce moment précis, des rumeurs circulent. Le cabinet de Washington aurait envoyé des agents au Texas pour appeler à la révolte. Le président Guadalupe Victoria nomme le général Manuel de Mier y Terán à la tête d'une expédition pour dresser un état des lieux. Pendant 1 an, le général va observer ce qui se passe. Son rapport est remis au printemps 1829 et confirme la crainte des dirigeants mexicains, car les 3/4 de la population du Texas sont formés de colons anglo-américains. Certains des colons sont à la tête de réseaux de contrebande, ne payent pas leurs impôts, pratiquent l'esclavage humain alors que c'est interdit. Surtout, certains ne respectent pas la règle qui est que tout le monde soit catholique. Seuls les Irlandais se plient à cette règle. Certains colons au sein du Texas proclament une guerre d'indépendance. Et un autre problème revient sur la table. Les États-Unis qui sont toujours désireux de conquérir cette province. Grâce au rapport du général Mier y Terán, une nouvelle loi voit le jour le 6 avril 1830. Pour limiter le flux migratoire, un étranger ne peut plus pénétrer au Texas sans un passeport signé par un consul mexicain. L'État souhaite que la population mexicaine aille vivre au Texas pour rééquilibrer la taille de la population mexicaine à celle des colons. Cette nouvelle loi abroge toutes les conventions foncières qui ne sont pas encore enregistrées. Elle met un terme également au monopole des colons sur le commerce entre Galveston et la Nouvelle-Orléans et interdit l'entrée de nouveaux esclaves.
Même les exemptions fiscales pour le transport de matériel et de marchandises essentielles sont supprimées. Pour appliquer cette loi à la lettre, le général Meir Iteran est envoyé sur place avec des troupes armées. Dès son arrivée, il arrête les fauteurs de troubles, renvoie les fonctionnaires corrompus et décrète la dissolution du conseil municipal de la ville de Liberty. Il ferme également tous les ports, sauf celui d'Anahuac. Pour éviter tout danger, il renforce les garnisons de San Antonio, de Goliad et de Galveston. La colère et l'inquiétude montent parmi les colons, car tous pensaient être autonomes et protégés par la Constitution de 1824. En mai 1832, John Bradburn, un colonel mexicain, utilise des méthodes brutales pour mettre fin à la contrebande autour du port d'Anahuac. Travis, un juriste venu des États-Unis, et son associé Patrick Jack sont mis sous les verrous. Leurs amis souhaitent leur libération, mais en vain. Les colons vont donc s'organiser en milices pour pouvoir délivrer leurs camarades. Certains d'entre eux menacent de réduire en cendres la ville d'Anahuac. Mais après des négociations, les Texans réussissent à les faire libérer. John Bradburn est relevé de son commandement et la maison des douanes est fermée jusqu'à nouvel ordre. Travis et Patrick Jack sont remis en liberté. Le 26 juin 1832, les miliciens texans tentent de récupérer les canons à Velasco, un port situé à l'embouchure de la rivière Brazos. La garnison mexicaine ouvre le feu sur les miliciens. Après un intense combat, les Texans sont désormais maîtres des lieux. 2 mois plus tard, c'est à Nacogdoches qu'a lieu un affrontement entre les miliciens texans et les soldats mexicains. 33 soldats de ces derniers y perdent la vie. Les survivants, quant à eux, sont reconduits à la frontière par les miliciens texans. L'armée mexicaine est à 2 doigts d'évacuer la province. Mais contre toute attente, il n'y a pas de guerre d'indépendance, surtout après l'annonce de la chute du président conservateur, Anastasio Bustamante, à Mexico. Le calme revient peu à peu au Texas. Mais les Texans doivent faire face aux attaques des Comanches, dans les fermes et sur les voyageurs. Des inondations détruisent les récoltes et rendent les chemins impraticables. Mais surtout, les épidémies comme la malaria ou le choléra déciment des centaines de milliers de personnes. La guerre pour l'indépendance n'est plus à l'ordre du jour. Les Texans vont organiser une convention à San Felipe à partir du 1er octobre 1832. C'est Stephen Austin qui ouvre les débats. Les délégués lancent une pétition contre la loi du 6 avril 1830. Ils souhaitent que le Texas se sépare du Coahuila pour former une entité politique autonome régie par le système républicain et membre de la Fédération mexicaine. Ils souhaitent également l'exemption de certaines taxes pour 3 ans et la délivrance des titres de propriété aux colons qui les attendent. Face à la menace indienne, la Convention fonde un comité central et des sous-comités locaux de vigilance. Finalement, le gouverneur du Coahuila et Texas déclare cette convention illégale, annule toutes les résolutions et exige la dissolution du comité central. Le gouvernement mexicain décide de soutenir le gouverneur dans sa décision. À partir du 1er avril 1833, une deuxième convention se tient à San Felipe, cette fois sous la direction de William Wharton, qui réussit à réunir 55 délégués. Encore une fois, ils précisent qu'ils ne remettent pas en cause l'autorité de Mexico, mais qu'ils veulent l'élaboration d'une constitution d'un État du Texas qui serait toujours membre de la Fédération mexicaine. Stephen Austin, muni du précieux document et d'une pétition, se met en route pour la capitale du Mexique. Une fois arrivé, il s'aperçoit que son discours n'est pas écouté, car tout le monde se préoccupe de l'épidémie de choléra qui sévit à Mexico. Même dépité, Austin poursuit ses efforts, et cela paye, car il réussit à obtenir l'amendement de la loi du 6 avril 1830 et l'annulation de la clause qui restreint l'immigration anglo-américaine au Texas. Bien sûr, cet accord ne correspond pas du tout aux revendications des délégués de San Felipe. En fait, Stephen Austin, exaspéré, va envoyer une lettre au conseil municipal de San Antonio pour demander de préparer l'organisation d'un gouvernement provisoire. Le cabinet de Mexico reçoit lui aussi une copie de cette demande.
Le gouvernement mexicain recherche désormais Austin, qui est finalement arrêté à Saltillo en janvier 1834, puis ramené à la capitale où il est enfermé dans une vieille prison sans avoir subi de procès. Au Texas, la nouvelle de l'arrestation de Stephen Austin jette un froid, car pour les Texans, ça veut dire qu'ils ne devront rien attendre du gouvernement mexicain. Les immigrants continuent à affluer et vont se livrer à toutes sortes de trafics. La situation se dégrade de jour en jour. Les colons vont découvrir la face cachée du général Antonio López de Santa Anna, qui règne en maître à Mexico. Ce général, enivré par le pouvoir qu'il a pris en 1834, dissout l'Assemblée et supprime la Constitution de 1824. En somme, le Mexique sombre dans la dictature. Des heurts commencent à retentir dans la province du Texas. Le général Antonio López, appelé le Napoléon de l'Ouest, rouvre la maison des douanes d'Anahuac pour faire appliquer la loi. Le capitaine Antonio Tenorio est envoyé sur place pour mettre fin à la contrebande et collecter les sommes auprès de la population pour payer le fisc. Pour éviter le soulèvement de la population, les renforts militaires arrivent dans les garnisons de San Antonio et de Goliad. Après que les gardes-côtes aient saisi les fournitures destinées aux colons à Galveston, les Anglos brûlent l'effigie de Santa Anna et vont ensuite s'en prendre aux bâtiments officiels, placardent partout des affiches pour appeler à l'insurrection. À Anahuac, 2 négociants texans sont arrêtés parce qu'ils ont refusé de payer leurs taxes. Les soldats mexicains menacent la foule et menacent de faire usage de leurs armes. Tout comme les Anglo-Américains, les habitants mexicains protestent contre la politique répressive qu'ils subissent chaque jour. Pourtant, des réclamations, des pétitions et des entrevues avec les représentants du gouvernement central ont lieu, mais qui ne changent rien. Le malaise va grandir en juin 1834, lorsqu'une dépêche militaire annonce l'arrivée d'un corps expéditionnaire mexicain. Le Texas est en état d'alerte. Les colons ne comptent pas se laisser faire. William B. Travis mobilise une petite troupe de 25 cavaliers et chevauche jusqu'à Anahuac pour tendre une embuscade aux soldats du capitaine Tenorio, qui sont supérieurs en nombre. Sa stratégie fonctionne. Le 29 juin, la garnison mexicaine dépose les armes sans avoir opposé la moindre résistance. Les prisonniers texans sont de ce fait relâchés et le capitaine Tenorio est ramené à San Felipe, où il est mis en liberté surveillée. Mais les colons jugent que l'embuscade de William B. Travis a été une mauvaise idée, car cela peut conduire le Texas à une guerre et la province n'est pas préparée pour cela. Le gouvernement mexicain ne tarde pas à répondre. Le général Martín Perfecto de Cos, qui est le beau-frère du dictateur, est instruit de l'affaire et juge de châtier les coupables. Il est connu pour ses méthodes brutales. Il exige que Travis et ses hommes lui soient remis pour qu'il soit jugé. Mais il n'obtient que des excuses et des regrets pour cet incident. Les comités de Bastrop, Columbia et San Felipe lui envoient un message pour l'assurer de leur loyauté envers Mexico. Pour le général Perfecto de Cos, ce message est un signe de faiblesse. Et en août, il recommande à Santa Anna d'envoyer des troupes au Texas. Il sait également que les Anglo-Américains ont prévu de tenir une nouvelle convention durant l'automne, et le général mexicain annonce qu'il a l'intention de proclamer la loi martiale. En septembre, après avoir passé 2 ans au fond d'une cellule, Stephen Austin est amnistié et revient au Texas. Il est méconnaissable, il est amaigri, souffrant et d'une humeur maussade. Sans le vouloir, le Mexique a libéré un révolutionnaire pur et dur, qui dira lors d'un discours aux colons de Brazoria : « Le fruit est mûr, plus de doute, pas de soumission. J'espère voir le Texas libre à tout jamais de n'importe quelle domination. La guerre est notre seul recours. » Le 21 septembre, il lance un appel à la mobilisation générale, car le général Perfecto de Cos débarque avec plus de 400 soldats mexicains à Copano et se dirige rapidement vers San Antonio. Les colons resserrent leurs liens et créent de nouvelles milices. Les soldats mexicains sont injuriés dès leur sortie hors de leur camp. Quelquefois, ils doivent recourir à la force pour défendre leur honneur. Les rumeurs vont également inquiéter les Mexicains.
On raconte que les rebelles texans ont commandé des armes aux États-Unis et que le cabinet de Washington envisage d'intervenir pour soutenir la cause des rebelles. En accord avec sa hiérarchie, le colonel Ugartequea, commandant de la province de San Antonio, envisage de récupérer les pièces d'artillerie qui ont été mises à la disposition des rebelles pour se défendre des attaques indiennes. Le caporal Casimiro de León et son escouade reçoivent l'ordre d'aller à González pour récupérer toutes les pièces d'artillerie. Sauf que depuis quelques jours, il n'a pas donné signe de vie. Le commandant militaire ordonne au lieutenant Francisco Castañeda de partir à sa recherche. À ses côtés, une centaine d'hommes l'accompagnent. Le colonel Ugartequea n'écarte pas l'utilisation de la force. En chemin, les éclaireurs croisent 2 membres de l'escouade du caporal de León. Ils expliquent à leurs camarades qu'ils ont réussi à s'enfuir, mais l'attaque des Anglos était préméditée. Ils ont lancé des appels aux communautés voisines. Des dizaines ou des centaines de miliciens sont certainement en route pour González. Les troupes du lieutenant Castañeda avancent prudemment jusque González et aperçoivent de l'autre côté de la rivière 18 hommes armés. Ne voulant pas prendre de risques, ils établissent leur camp à une bonne distance d'eux et souhaitent engager des négociations. L'officier mexicain apprend que le juge Ponton est toujours absent et il est obligé d'attendre son retour qui est prévu le lendemain. Pendant ce temps, les habitants de González déterrent le canon et envoient des appels au secours vers le bourg voisin. Le 30 septembre, Castañeda attend toujours le retour du juge Ponton, mais un individu de l'autre côté de la rivière lui crie « Venez, essayez donc de le prendre !» Castañeda ordonne à ses cavaliers de se préparer au combat lorsqu'un éclaireur revient avec une nouvelle importante. 150 miliciens sont arrivés en renfort. Le rapport de force étant désormais inversé, il décide de déplacer son camp. Tôt le matin, les pourparlers reprennent. Finalement, le caporal de León et ses hommes sont relâchés. Les rebelles se préparent à l'offensive. Le colonel John Moore, qui commande les renforts rebelles, préconise d'attaquer en pleine nuit. Mais dans la nuit du 1er au 2 octobre, les chiens de garde repèrent l'approche des rebelles aux abords du camp mexicain et aboient pour prévenir du danger. Des coups de feu sont échangés, puis les miliciens sont refoulés en direction des berges de la rivière Guadalupe. À l'aube, le lieutenant Castañeda ordonne à une compagnie de les déloger, mais la charge est repoussée par les Texans. Castañeda souhaite parlementer pour éviter que cette épreuve ne tourne en bain de sang. Entre les 2 camps, sur un terrain découvert, Castañeda rencontre John Moore. L'échange entre les 2 hommes est poli, mais sur un ton ferme. Castañeda l'informe qu'il ne fait que suivre les ordres, qui sont de récupérer le canon et que son but n'est pas d'attaquer les colons. L'officier mexicain jure de respecter la Constitution fédérale de 1824 et il somme les miliciens de déposer les armes. Ce à quoi Moore répond qu'il a dû se tromper d'uniforme, car il est désormais au service d'un tyran. S'il refuse de telles idées politiques, il n'a qu'à rejoindre les rangs de la rébellion. Les 2 hommes ne trouvent aucun accord et repartent chacun dans leur camp. Les colons anglo-américains choisissent d'ouvrir les hostilités et utilisent le canon qui est tant convoité. Les tirs des fusils des miliciens ne sont pas précis du tout et ne font aucune victime. Mais la tactique est toutefois payante, puisque les cavaliers mexicains battent en retraite. Le lieutenant Castañeda, une fois de retour à San Antonio, écrit un rapport sur cet incident et confirme qu'il n'a pas voulu salir l'honneur de son drapeau face à un ennemi supérieur en nombre. La guerre a bel et bien commencé. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre au Texas, et des volontaires affluent pour rejoindre la milice texane. On dit que le général Perfecto de Cos prépare une expédition punitive contre le Texas. Le 10 octobre, le capitaine George Collingworth s'empare de la garnison de Goliad, après avoir réalisé un raid éclair. Au cours de cet engagement, les rebelles ne dénombrent la perte que d'un des leurs, qui se nomme Samuel McCullough. Il sera le premier Texan à avoir donné sa vie pour la cause de l'indépendance du Texas. Les attaques se succèdent partout. Stephen Austin reçoit le titre provisoire de commandant de l'armée du peuple du Texas et il en appelle à l'union sacrée pour défaire les troupes mexicaines cantonnées à San Antonio.
Le 12 octobre, Austin quitte Gonzales avec une centaine de volontaires, dont Bowie et Travis, qui sont à ses côtés. Le général Perfecto d'Écosse est quant à lui bien décidé à attaquer son adversaire. Les soldats mexicains sont retranchés dans la vieille ville. Les soldats passent la journée à élever des barricades dans les rues, à dresser des batteries de canons aux endroits stratégiques. Les piquets montent la garde. Les tireurs d'élite sont postés aux fenêtres des maisons. Des unités de fourrageurs doivent assurer le ravitaillement. Le général Perfecto d'Écosse ordonne que l'on ramène d'autres pièces d'artillerie et son quartier général est transféré dans une ancienne maison franciscaine à l'abandon. Elle a des murs épais et elle est située à l'est de la ville. Ce lieu a déjà servi auparavant de cantonnement. Il est connu sous le nom de l'Alamo. Le 28 octobre, le premier accrochage a lieu. Une avant-garde commandée par Jim Bowie tombe sur un détachement de 400 cavaliers mexicains près de la mission Concepción, qui se situe à quelques kilomètres au sud-est de San Antonio. Les Texans se mettent à couvert et brisent une par une les charges des Mexicains. Après 30 minutes de combat, la fusillade prend fin et les rebelles sont toujours maîtres du terrain. 71 soldats mexicains perdent la vie ou sont blessés. Seuls 2 rebelles texans ont perdu la vie. Mais la zizanie au sein des troupes texanes commence à naître. Certains doutent des capacités de Stephen Austin à conduire le siège de San Antonio. Certains volontaires commencent à déserter car ils ne savent pas pourquoi ils doivent se battre. Pour l'indépendance du Texas ou pour qu'il y ait un statut séparé au sein de la Fédération mexicaine? Quoi qu'il en soit, pour beaucoup de Texans, cette guerre n'est pas claire. Le 3 novembre, la convention texane s'ouvre à San Felipe, mais doit se faire sans Stephen Austin, qui est malade. Les débats sont houleux. Tout le monde est à 2 doigts d'en venir aux mains. Malgré ce climat de tension, les conventionnels finissent par prendre des décisions importantes. À une faible majorité, ils choisissent de réaffirmer leur loyauté contre la Constitution de 1824. Mais si le pas de l'indépendance n'est pas franchi, ils rédigent une véritable déclaration de guerre à Santa Anna. Le 7 novembre, le texte est finalement adopté. Le 12 novembre, Sam Houston reçoit le commandement de l'armée rebelle, sauf celle qui est massée autour de San Antonio. L'avocat Henry Smith est désigné gouverneur par intérim et rejoint le gouvernement provisoire. James W. Robinson rejoint le siège du vice-gouverneur. Des délégués sont envoyés aux États-Unis pour lever des fonds, acheter des armes et recruter autant de volontaires que possible. Stephen Austin, qui a de très bonnes relations avec le président Jackson des États-Unis, doit le convaincre d'envoyer ses troupes pour aider les colons, car pour l'instant, les rebelles ne comptent que sur eux-mêmes. Le destin du Texas est entre leurs mains. Tous les regards se tournent vers San Antonio, car le siège a débuté. Le colonel Edward Burleson dirige les opérations et dispose de 600 hommes, tandis que le général mexicain Perfecto d'Écosse, lui, a 800 soldats sous ses ordres. Mais personne n'attaque, car la ville est bien fortifiée. Prendre d'assaut l'Alamo coûterait beaucoup de vies humaines. Burleson, soucieux de ses hommes, souhaite attendre que la garnison mexicaine soit à court de vivres. Mais les rebelles sont rongés par l'attente et veulent en découdre. Certains menacent même de fomenter une mutinerie. Les officiers n'arrivent pas à calmer l'ardeur de leurs hommes. Mais le problème, c'est que l'alcool coule à flot et que les bagarres éclatent entre les compagnies rivales. Ceux qui ont semé le trouble sont arrêtés et subissent des châtiments corporels exemplaires. Le 26 novembre, des éclaireurs texans repèrent une unité de fourrageurs mexicains au sud-ouest de la ville. Jim Bowie est envoyé en reconnaissance à la tête d'une trentaine de cavaliers. Les 2 détachements sont face à face. Bowie donne l'ordre de charger. Le combat est bref, mais il est d'une incroyable violence. Le général Perfecto d'Écosse envoie une colonne au secours des fourrageurs pour protéger et couvrir leur retraite. Les Texans restent maîtres du terrain, mais cette victoire a causé la mort de 4 d'entre eux. Les pertes mexicaines n'ont pas pu être évaluées avec exactitude, mais elles sont sans nul doute supérieures à celles des Texans. Dans la nuit du 2 décembre, 2 Anglos réussissent à se faufiler dans les lignes mexicaines et assurent que les Mexicains sont au bout du rouleau.
Certains ont déserté, ils ont un manque de munitions et n'ont plus de vivres. Ils montrent une carte exposant les failles des lignes défensives. En somme, il est temps de déclencher l'assaut. Mais Burleson hésite. Pendant 2 jours, il va faire mine de vouloir se battre, mais se rétracte à chaque fois. Il dira à ses officiers que si le général Perfecto de Cos va si mal, il va finir par capituler. Cette phrase va en énerver plus d'un dans son camp. Benjamin Milam va se faire entendre et va crier dans le camp. Alors les gars, lesquels d'entre vous se refusent à entrer dans San Antonio avec ce bon vieux Ben Milam ? Des hurrahs retentissent et les volontaires ne manquent pas. Le 5 décembre, peu avant le lever du jour, les Texans déclenchent leur assaut. Pendant 4 jours, les soldats mexicains défendent chaque rue de San Antonio. Les citadins, eux, restent chez eux et peuvent voir à leurs fenêtres des combats distants ou rapprochés, voire au corps à corps. Les pertes sont lourdes. Ben Milam se lance dans des mêlées au mépris de sa vie. Le 3e jour, il est abattu par un tireur d'élite mexicain. Mais les Texans continuent le combat, et un à un, les points stratégiques tombent entre leurs mains. Hormis l'Alamo, seules quelques poches de résistance les séparent d'une victoire. Le 9 décembre, dans la matinée, le général Perfecto de Cos se rend à l'évidence et décide de hisser le drapeau parlementaire. Le lendemain, l'acte de reddition est signé. Suivant les termes, la garnison mexicaine accepte de repasser le Rio Grande et de ne plus jamais s'opposer au rétablissement de la Constitution fédérale de 1824. Mais l'armée texane se désintègre. La plupart de ses soldats regagnent leur famille pour célébrer Noël. Tous pensent que le conflit ne reprendra pas avant le printemps et que l'hiver sera calme. Le gouvernement provisoire texan se divise. Le gouverneur Henry Smith n'arrive jamais à imposer ses idées et James Robinson, son second, ne cache pas la haine qui lui voue. À chaque réunion, le ton monte. La question militaire est la clé d'une dispute, car il n'arrive pas à établir une bonne chaîne de commandement. Houston, qui a le soutien de Henry Smith, ne fait pas l'unanimité, car tout le monde le voit comme un ivrogne qui ne s'est pas tenu sur un champ de bataille depuis plus de 20 ans. James Robinson, lui, a une préférence pour le colonel James W. Fannin, un Géorgien qui a fait partie de West Point. Le colonel Frank Johnson et le docteur James Grant, eux, demandent l'autorisation de mener un raid sur le port de Matamoros, au sud de Rio Grande. En fait, ils espèrent s'allier avec les Mexicains libéraux, puis mettre la main sur un butin et s'emparer des terres de la vallée de Rio Grande. Les profits permettraient au Texas de financer sa guerre. Henry Smith repousse cette idée, car si le Texas porte la guerre au-delà de sa frontière, il jouera le mauvais rôle. Après 2 beaux discours enflammés, le gouverneur Smith cède à la pression de ses pairs. Le 17 décembre, il écrit à Houston pour lui demander de se rendre le plus vite possible à Refugio, où il doit prendre le contrôle de l'opération. À peine s'est-il mis en route qu'il apprend que l'armée est dispersée. Le colonel Fannin s'est replié avec 400 hommes sur Goliad, et quelques jours plus tard, c'est Johnson et Grant qui ont quitté San Antonio, car aucun d'entre eux ne veut servir sous ses ordres. Houston va donc se plaindre au gouverneur Smith, qui, quand il apprend la nouvelle, est furieux. Le 10 janvier 1836, une nouvelle dispute éclate entre les membres du conseil. Smith dissout le conseil, mais les autres membres entament une procédure pour le démettre de ses fonctions de gouverneur. Smith et Robinson, tous deux en colère, sont sur le point de se provoquer en duel, et Smith menace d'abattre celui qui souhaiterait prendre son siège. À la mi-janvier, tous les membres du conseil rentrent chez eux et s'octroient une pause. La convention texane, qui est prévue le 1er mars à Washington on the Brazos, est toujours maintenue. Mais la politique du Texas sombre dans le chaos. Houston, dégoûté par ce qui se passe, songe à démissionner, mais il se ravise et prend 1 mois de congé pour conclure des affaires et signer des traités d'alliance avec les tribus indiennes. Le Texas est désormais déchiré par des querelles politiques. Mais il faudra pourtant que la situation se règle vite, car Santa Anna n'a pas dit son dernier mot. Le 6 janvier 1836, le lieutenant-colonel James Neal a reçu depuis une semaine le commandement des forces texanes qui occupent San Antonio.
Quand il arrive sur les lieux, il s'aperçoit que le colonel Johnson et le docteur Grant n'ont laissé que misère derrière eux. Ils n'ont laissé aucune vivre pour les 104 hommes restés sur place. Non seulement, ils notent que les vêtements des soldats ne sont pas adaptés à l'hiver, mais qu'il n'y a pas assez de couverture. À cause de ça, la liste des malades se rallonge. Surtout, le lieutenant-colonel Neal ne peut pas faire des reconnaissances dans la zone à l'aide des chevaux, car il n'y en a pas assez. Le 14 janvier, Neal envoie un nouveau message d'alerte aux dirigeants de San Felipe. Dans sa lettre, il écrit que le moral de la garnison est au plus bas. Une vingtaine de ces hommes vient de déserter et ceux qui sont restés menacent à leur tour de déserter. Pourquoi une telle rébellion au sein de l'armée texane? Parce que ces soldats n'ont toujours pas été payés. Ils n'ont jamais vu depuis le début la couleur d'un billet. La garnison de San Antonio souhaite des renforts en armes et en hommes, car pour le lieutenant-colonel Neal, ce lieu est un endroit stratégique. Surtout que les rumeurs battent leur plein. Les Comanches sont entrés sur le chemin de la guerre et à Santa Ana, il y a un corps expéditionnaire qui se trouve dans les environs de Saltillo. Le lieutenant-colonel Neal perd patience face à l'inaction des dirigeants de San Felipe et donne l'ordre à ses hommes de rassembler leur pactage et de se replier dans l'Alamo. Ce lieu avait été fondé en 1718 par le père San Antonio San Buenaventura Olivares et il devait servir à christianiser les Indiens de la région. C'est autour de l'Alamo que la ville de San Antonio a vu le jour. Avec les épidémies et les tempêtes, le lieu a été à plusieurs reprises détruit et vidé de tous ses occupants. En 1793, les autorités espagnoles décident de sécuriser la mission et 8 ans plus tard, un détachement de cavaliers l'utilise comme caserne. En 1805, un hôpital y est installé. Pendant la guerre d'indépendance, l'Alamo a vu de durs combats se dérouler devant lui, entre les royalistes et les patriotes. Ensuite, les pouvoirs publics souhaitent l'utiliser comme carrière, mais les officiers mexicains réussissent à maintenir une garnison sur les lieux. Le lieutenant-colonel Neal le sait. Si le général Perfecto de Cos a pris cette position lors de sa reddition, c'est pour une raison. Il sait que cet endroit commande San Antonio, mais l'endroit n'est pas très bien édifié, comme le démontrent les notes du Major Green Jameson, l'ingénieur en chef. On peut se rendre compte au premier coup d'œil que l'Alamo n'a jamais été édifié pour servir de forteresse. L'Alamo se situe à peu près à 360 mètres à l'est de San Antonio. La mission se présente sous la forme d'un ensemble de bâtiments disposés autour d'une cour rectangulaire d'un demi-hectare. Au sud, il y a une construction en longueur avec l'entrée principale. Le mur ouest fait face à la ville et est composé d'une ligne irrégulière de logements en briques, reliés et protégés par une muraille de pierre solide de 3,60 m de haut. L'extrémité nord est agencée de la même façon, mais ce côté est en très mauvais état. Le côté est est bordé tout le long de baraquements servant de caserne. Un ancien couvent à 2 étages qui est transformé en hôpital prolonge son extension. Un corral se situe à l'arrière. Mais le rectangle n'est pas complet car le mur est s'arrête à une vingtaine de mètres du côté sud. En retrait, on trouve l'église de l'Alamo. Les travaux de cette église n'ont jamais été achevés et elle tombe donc en ruine. Mais le général Perfecto de Cos a fait aménager une rampe de terre et de bois qui parcourt la nef dans sa quasi-totalité. En fait, de prime abord, cela ne paraît pas, mais l'église est le bâtiment le plus solide de l'Alamo. Sa façade fait 9 mètres de haut. Ses murs d'adobe font 1,30 m d'épaisseur. On trouve une double porte en chêne entourée à l'entrée des statues de Saint François d'Assise et Saint Dominique. L'église est désignée comme le lieu de retranchement en cas d'attaque. Mais un problème se pose. Elle est trop éloignée des constructions du mur sud. Un espace diagonal d'environ 50 mètres est à découvert. Malheureusement, ce n'est pas le seul point faible de l'Alamo. Il n'y a aucun fossé extérieur de protection. Les murs n'ont pas de barbettes ni d'embrasure. En cas de siège, ils sont dépourvus de parapet. La muraille nord ne résistera pas au feu de l'artillerie. Le canal d'irrigation qui alimente la mission en eau peut être bloqué à tout moment. Mais pour le moment, le lieutenant-colonel Neal se préoccupe de la faiblesse de ses effectifs, car il ne lui reste plus que 85 hommes pour défendre l'Alamo. Les rapports alarmants du lieutenant-colonel Neal atteignent San Felipe,
mais dans un chaos politique. Le gouverneur Smith continue à exercer ses fonctions alors qu'il a été révoqué. De plus, la plupart des membres du conseil se sont volatilisés. Fannin, Grant et Johnson refusent de reconnaître l'autorité de Houston. En somme, le Texas sans gouvernement et sans armée ressemble un peu à une coquille vide. Le 17 janvier, le général Houston reçoit le rapport de Neal, mais pour lui, l'Alamo est indéfendable et il vaut mieux battre l'ennemi sur un terrain à découvert. Pour lui, la mission de l'Alamo n'a aucune valeur stratégique. Le lieu doit être démantelé, toutes les troupes doivent quitter les lieux et les canons doivent être ramenés à Gonzales et Copano. Le général Houston demande à Jim Bowie d'accomplir cette mission. Ce dernier rassemble une trentaine de cavaliers et se met en route au plus vite en direction de San Antonio. Il arrive le 19 janvier. Dès son arrivée, Jim Bowie transmet les nouveaux ordres du général Houston au lieutenant-colonel Neal. La garnison a toujours le moral au plus bas. Elle manque de vivres, de fournitures et de munitions. Le docteur Amos Pollard, submergé de travail, demande des médicaments pour soigner les blessés et les malades. L'avancée de Santa Ana a été confirmée. La position est toujours indéfendable. Et selon les vœux de Houston, l'Alamo doit être détruit et les troupes texanes doivent effectuer un repli stratégique. Mais Jim Bowie, ayant de la famille à San Antonio, ne souhaite pas reculer. Pour lui, ce lieu est stratégique. Avec 18 pièces d'artillerie, l'Alamo vaut la peine d'être défendu. C'est le bastion le mieux armé à l'ouest de Mississippi. De plus, les travaux de fortification entrepris par le major Jameson sont plutôt prometteurs. Des renforts doivent arriver, car cette mission pourrait bien faire l'objet d'un combat d'envergure. Jim Bowie n'a en aucun cas désobéi aux ordres, car il a été investi de pouvoir et doit prendre une décision personnelle sur cette garnison. Il rédige un contre-ordre et demande au lieutenant-colonel Travis de venir en renfort à San Antonio. Jim Bowie va donc préparer la défense de l'Alamo. Il fait jouer ses relations et obtient l'argent nécessaire pour réapprovisionner la garnison en nourriture et en munitions. Juan Seguin, un riche propriétaire des environs, embauche une vingtaine de Mexicains qui vont jouer les éclaireurs pour la garnison. Le 22 janvier, l'un de ces éclaireurs revient avec de mauvaises nouvelles. Santa Ana a réuni une armée de 5 à 6 000 hommes à Saltillo. Une colonne de la cavalerie sous les ordres du général Ramirez y Sesma a été également aperçue sur les bords du Rio Grande. Encouragée par Bowie et Neal, la garnison texane s'active à finir les travaux de fortification. Le major Green Jameson et son escouade dirigent les travaux de fortification. Et pour combler la brèche qui se trouve à l'angle sud-est, ce qui est le point névralgique de la défense, il fait construire une longue palissade de pieux entremêlée de boue séchée. Il fait construire des plateformes de terre et de bois le long des murs, qui sont transformés en parapets. Sur le côté sud, une redoute recouvre l'entrée principale de la mission. Le canon de 18 livres est installé à l'angle sud-ouest, en somme juste en face de la ville. À cause de la vulnérabilité du mur nord, 5 pièces d'artillerie y sont installées et 3 autres sont placées dans le périmètre de l'église. Des abattis, des tranchées et un fossé extérieur de protection devant le mur nord complètent le dispositif de défense. L'Alamo ressemble enfin à une forteresse. Jim Bowie remarque la détermination de toute la garnison à tenir l'Alamo. Dans les correspondances privées des volontaires texans, on peut lire leur détermination. Je me lance à fond pour défendre le Texas et ses habitants. J'espère les aider à gagner leur indépendance et aussi à former leur gouvernement. Cela vaut la peine de risquer des vies humaines. Un autre Texan écrit dans une lettre à sa famille : J'ai franchi le Rubicon et mon destin est indissolublement lié à celui des habitants du Texas. Je suis résolu à me tenir à leur côté, jusqu'à la fin. En un mot, soit à me noyer, soit à surnager avec eux. Si nous vainquons, surenchérit un autre, une région fertile et une population reconnaissante nous assureront un foyer et nous donnerons ainsi la juste rétribution de nos efforts. Mais si par malheur nous devions échouer, notre mort pour la défense d'une cause si noble, si belle, ne devra pas faire répandre de larmes. L'Alamo, c'est une porte d'honneur. Le 2 février, c'est Jim Bowie qui prend la plume pour écrire au gouverneur Smith. Le sort du Texas dépend en grande partie de la conservation de l'Alamo, qui doit rester hors d'atteinte des griffes de l'adversaire. C'est l'avant-poste qui défend la frontière,
S'il tombait entre les mains de Santa Anna, il n'existerait plus d'autre bastion capable d'entraver sa marche. Le lieutenant-colonel Neal et moi-même avons pris la résolution solennelle de périr dans ces murs plutôt que de renoncer et de les abandonner à l'ennemi. Contre toutes les apparences, Jim Bowie se sent diminué par la maladie. En effet, depuis quelque temps, il souffre de fièvre, de quinte de toux et de vertige. Le docteur Amos Pollard demande l'avis à l'un de ses confrères, John Sutherland, pour analyser ses symptômes. Mais ni l'un ni l'autre ne trouvent quelle maladie est à l'origine de ces symptômes. Ils vont dire à Bowie de se reposer et d'éviter de boire de l'alcool. Malgré son état de santé, il continue à inspecter les défenses de l'Alamo et demande aux officiers de motiver les troupes. Quant au lieutenant-colonel William B. Travis, l'homme qui en avait eu assez de s'occuper des tâches secondaires, il réussit à obtenir son brevet dans la cavalerie au sein de l'armée régulière. En même temps, il s'engage à former une légion qui sera destinée à être le fer de lance des troupes texanes. Mais les autorités de San Felipe manquent d'argent. C'est Travis qui doit lui-même faire des achats qui sont indispensables pour son unité. Le 21 janvier, même si son détachement est encore en formation, il reçoit l'ordre du gouverneur Smith de renforcer la garnison de l'Alamo. Mais Travis a des doutes, car sa légion de cavalerie, qui ne compte même pas une trentaine d'hommes, est très mal équipée. Le 23 janvier, au moment de quitter San Felipe, le lieutenant-colonel Travis en profite pour embrasser une dernière fois son fils de 6 ans. Certains de ses hommes profitent de son absence pour déserter. Le manque de provisions va nuire au moral des troupes. Travis écrit au gouverneur Smith « On ne peut continuer à se fier aux volontaires. Le patriotisme qui a animé beaucoup d'entre eux a été d'une grande utilité, mais ne produit plus aujourd'hui son effet. » Le lieutenant-colonel est découragé et va demander à être relevé de son commandement. « J'implore votre Excellence de revenir sur l'ordre qu'elle m'a donné de me rendre à San Antonio de Bexar à la tête d'un contingent aussi réduit. Je suis même impatient de défendre l'Alamo et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour équiper et former mes soldats. Mais je me refuse à risquer ma réputation, si précieuse à un militaire, en traversant le pays avec des moyens tellement dérisoires, un nombre d'hommes aussi restreint et au surplus si piteusement équipés. Ma présence n'est pas absolument nécessaire à la tête de cette poignée de volontaires. » Le gouverneur Smith connaît l'humeur changeante de cet officier et décide de laisser cette lettre sans réponse. Travis prend la décision de suivre les ordres. Il va donc accomplir la mission qui lui a été confiée. Il va acheter du café, du sucre et des couvertures pour ses hommes. Ces 30 cavaliers arrivent le 3 février à San Antonio. Dès son arrivée, Travis se lance lui aussi à corps perdu dans les préparatifs de défense de l'Alamo. Il a énormément de sympathie pour le lieutenant-colonel Neal, mais en revanche, il n'en a aucune pour Bowie. Pour Travis, Bowie ne vaut pas mieux que le général Houston. Malgré cette petite mésentente, la garnison de l'Alamo se prépare à recevoir l'ennemi. Désormais, on compte 150 hommes valides et grâce aux relations locales de Bowie, la garnison dispose des approvisionnements nécessaires pour soutenir un siège, à l'exception des munitions qui sont limitées. Les travaux du major Jameson sont impressionnants et son travail suscite l'admiration de tous les hommes. Désormais, Jameson souhaite creuser des douves et des aqueducs. Neal, Bowie et Travis s'unissent pour faire un appel au gouverneur Smith afin d'avoir des renforts. Des messagers sont envoyés au colonel Feinin, qui se trouve à Goliad, pour qu'il vienne les aider. Mais la politique n'est pas une question à négliger. La garnison se réunit le 1er février pour élire ses représentants. Ce sont Samuel Maverick et Jesse Badgett qui sont désignés pour siéger à la convention de Washington on the Brazos. Le 4 février, une assemblée générale se tient. Et encore une fois, des discours bien enflammés se font entendre. La cause pour l'indépendance l'emporte à l'unanimité. Pour tout le monde, la lutte doit servir à donner naissance à un Texas libre et souverain qui sera jamais débarrassé de la tutelle mexicaine. Lundi 8 février, en début de soirée, Jim Bowie boit son petit verre de whisky dans la rue Potrero, quand il voit s'approcher Antonio Menchaca. Il lui dit très discrètement qu'un groupe de cavaliers a été aperçu près du cimetière, à l'ouest de la ville, mais il ne sait dire si ce sont des alliés ou des ennemis.
Jim Bowie prend quelques hommes armés avec lui pour en avoir le cœur net. Dans l'obscurité, il peut apercevoir des mouvements suspects. Tout en gardant un doigt appuyé sur la gâchette, il crie. « Qui va là ?» Une voix lui répond. « Davy Crockett et ses gars du Tennessee. » Un individu s'avance vers lui d'un pas sûr et avec une torche à la main. Un homme grand, bien bâti, les yeux bleus, les cheveux bruns et d'épais favoris avec le sourire aux lèvres qui lui tend la main. Jim Bowie n'en croit pas ses yeux. C'est bien Davy Crockett, le lion de l'Ouest. Les deux hommes se sont déjà rencontrés lors d'une festivité organisée pour commémorer la victoire de 1815 contre les Britanniques à la Nouvelle-Orléans. La surprise est générale. Escortés par Bowie, le chasseur d'ours et la dizaine d'hommes qui l'accompagnent font une entrée fracassante dans la ville. Des centaines de personnes entourent rapidement le grand homme. Face aux acclamations, il met pied à terre pour prendre un bain de foule, puis monte sur une caisse pour prononcer un discours. Les Texans sont à l'écoute de ce célèbre Américain. Davy Crockett, aventurier qui ne voulait que voyager pour chasser, ne s'attendait pas à tomber amoureux du Texas. Le 9 janvier 1836, il écrit à sa famille « Je dois dire que de ce que j'ai vu du Texas, c'est le jardin d'Éden du monde. C'est la meilleure terre que j'ai jamais vue, et je crois que c'est une chance pour chaque homme d'y traîner ses guêtres. J'ai prêté le serment d'allégeance au gouvernement provisoire et fait inscrire mon nom dans le registre des volontaires. Je dois partir pour le Rio Grande dans quelques jours avec des volontaires venus des États-Unis. Mais comme les volontaires sont habilités à élire un de leurs membres pour qu'il les représente à la prochaine convention, j'ai toutes les chances d'être désigné et de participer ainsi à l'élaboration d'une constitution pour la province. Je me réjouis de ce qui m'arrive ici. Je ne quitterai pas ma position pour un siège au Congrès, fût-il inamovible. J'ai bon espoir de faire fortune ici, pour mon bien et celui de ma famille. » Pour lui, un Texas libre et indépendant pourrait servir son avenir. C'est lors du siège à Washington-on-the-Brazos que le lieutenant-colonel Neal apprend à Davy Crockett que la garnison à San Antonio est en fâcheuse posture. Sans aucune hésitation, il se porte volontaire pour voler à son secours. Le discours que tous les Texans attendent de Davy Crockett se fait entendre. « Je suis venu dans cette contrée afin de vous aider, autant qu'il sera en mon pouvoir, à défendre votre noble cause. Vos intérêts seront les miens, et le seul honneur que je revendique est celui de défendre en simple soldat, aux côtés de mes chers compatriotes, les libertés de notre nation commune. » Pour Neal, Bowie et Travis, cette arrivée, quelles qu'en soient les raisons, est une véritable bénédiction. Elle revigore même le moral des troupes. Après avoir fêté l'arrivée de Davy Crockett, le lendemain, le lieutenant-colonel Neal quitte San Antonio. Les raisons de son départ sont encore un peu floues. Il laisse le commandement de l'Alamo à Travis, qui est désormais l'officier le plus élevé en grade. Bowie, lui, ne souhaite pas être sous ses ordres, car il n'est arrivé que depuis une semaine. Crockett, lui, ne souhaite prendre parti de personne. Le 12 février, pour débloquer la situation, Travis décide d'organiser des élections, et non sans surprise, c'est Bowie qui les remporte massivement. Pour célébrer sa victoire, Bowie décide de boire abondamment et fait même défiler ses troupes ivres-morts. Travis va envoyer une lettre au gouverneur Smith. « La situation est vraiment délicate. Depuis son élection, Bowie a été ivre sans arrêt. Il se comporte d'une manière tout à fait regrettable. Il s'introduit dans les propriétés privées, relâche des prisonniers condamnés par la cour martiale et le tribunal civil et tourne tout selon ses désirs. Si je ne pensais pas que mon honneur et ma patrie puissent en être compromis, je quitterais ce lieu à l'instant pour une autre destination avec les troupes placées sous mes ordres directs. Je ne veux pas être tenu responsable des désordres provoqués par des individus en état d'ivresse. J'espère que vous enverrez sans plus tarder des troupes ici. Il est plus important d'occuper ce poste que je ne l'imaginais quand je vous ai vu la dernière fois. C'est la clé du Texas. » Le lendemain, la situation s'améliore et Jim Bowie s'excuse pour son attitude. Les deux hommes se mettent d'accord sur un commandement partagé, c'est-à-dire que chacun va diriger ses troupes, mais toutes les décisions importantes seront prises ensemble. Le 17 février, le lieutenant James Bonham est envoyé à Goliad pour convaincre le colonel Feinin de venir en aide à la garnison d'Alamo. Le mardi 16 février, un jeune cavalier se nommant Rivas pénètre dans la ville de San Antonio par le sud.
Il prévient que Santa Anna s'apprête à franchir le Rio Grande, qui n'est plus qu'à quelques jours de marche forcée de San Antonio et qu'il a bien l'intention d'attaquer la ville. Travis, informé de cette nouvelle, n'en croit pas un mot. Pour lui, le dictateur mexicain ne prendrait pas le risque de mener une guerre en plein hiver, ce serait une erreur militaire. Mais 4 jours plus tard, Blas Herrera, un autre éclaireur, voit de ses propres yeux la colonne mexicaine franchir le Rio Grande. Les troupes mexicaines comptent 5 à 6 000 hommes, dont bon nombre sont des vétérans de la campagne du Zacatecas. L'avant-garde mexicaine n'est qu'à 2 ou 3 jours à cheval. En plein doute, le lieutenant-colonel Travis réunit un conseil de guerre. Lors de la réunion, ses officiers lui conseillent de ne pas tenir compte de ces avertissements, car ça fait des semaines que des bruits circulent sur une potentielle attaque de l'armée mexicaine, et il n'y a toujours rien. Pour certains, ces bruits ont été créés par l'imagination ou des rumeurs lancées par le haut commandement mexicain, pour justement faire peur à la garnison et qu'elle cède San Antonio et l'Alamo sans un coup de feu. Les soldats texans vaquent à leurs occupations dans une atmosphère plutôt détendue. Une partie de la garnison, comme Travis, Bowie et Crockett, a établi ses quartiers en ville. Le major Green Jameson, lui, continue à travailler sur les fortifications. Certains soldats texans ont des permissions pour régler certains problèmes. Le capitaine Vaughan, lui, part en tournée de recrutement. Travis, lui, prépare très sérieusement la défense de l'Alamo, mais les lettres qu'il envoie à San Felipe ne rencontrent pas le succès espéré. Le gouverneur Smith ne lui fait que des promesses, et pourtant le danger est vraiment tout proche. Mardi 23 février 1836, peu avant l'aube, un cavalier couvert de boue pénètre dans la ville par le sud, au grand galop. Exténué, il met pied à terre et se dirige vers la demeure d'Ambrosio Rodriguez. Alors que la famille dort encore, il frappe lourdement à la porte en criant de lui ouvrir. La jeune femme, qui va ouvrir la porte, reconnaît la voix de son cousin Rivas. En ouvrant la porte, elle découvre un homme en sueur et avec un visage inquiet. Se dispensant des saluts habituels et encore essoufflé de son effort, il informe qu'il a vu l'avant-garde des troupes mexicaines se diriger à vive allure vers San Antonio. Il confirme que l'attaque est imminente. Sa cousine et son jeune fils plient bagages pour se mettre en sécurité. Depuis 1 semaine, les forces de Santa Anna se sont rapprochées de San Antonio. Le 16 février, elles avaient franchi le Rio Grande au niveau de Paso de Francia. Au Texas, leur avance s'est effectuée à un pas cadencé et motivé. Même les Indiens n'ont pas ralenti leur avance. Le 21 février, le dictateur mexicain ne tient plus en place et décide donc de rejoindre son avant-garde sur les rives de Medina, qui se trouve à 30 km à l'ouest de la ville. Le lendemain, le dictateur mexicain regarde ses plans et prépare une attaque pour prendre au piège les insurgés. Ses espions ont informé que les rebelles ne l'attendaient pas avant le mois de mars et que le soir même, ils allaient célébrer l'anniversaire de George Washington dans la demeure de Bustillo Domingo, qui se trouve au milieu de la rue Soledad. Cette circonstance laisserait l'Alamo sans défense. Voulant jouer la carte de l'avantage, Santa Anna charge le général Joaquín Ramírez y Sesma d'aller jouer les troubles faits avec son détachement de dragons qui sont lourdement armés. Mais un événement va empêcher l'officier mexicain de lancer son raid. Cet événement, c'est la météo, car en cette fin d'après-midi, des pluies diluviennes s'abattent sur la région, transformant les eaux de Medina en un véritable torrent de boue. Le général Ramírez y Sesma ne veut pas prendre de risques et retarde son départ. Les subordonnés du général mexicain annoncent que l'offensive doit avoir lieu au plus tard dans la journée du 23 février. Dans la nuit, la pluie cesse de tomber. Face à la pression du commandant en chef mexicain, une unité de l'avant-garde mexicaine est mise en marche. 160 membres du détachement de dragons traversent non sans mal la Medina et se ruent ensuite vers San Antonio. À 7 heures du matin, le général Ramírez y Sesma se trouve aux portes de la ville. Il ne déclenche pas tout de suite son attaque et attend l'arrivée des forces mexicaines sur les bords de l'Alazan, un petit cours d'eau qui se trouve à 3 km seulement de la localité.
Pourquoi cette méfiance ? Lors de leur avance, ils ont capturé un éclaireur texan qui se nomme Trinidad Coy, qui avait assuré aux Mexicains qu'ils étaient attendus et qu'ils seraient reçus sous un déluge de feu. Ce mensonge a plutôt bien marché, puisque le général ne souhaite pas prendre de risques pour ses hommes. Mais il sait également que sa présence n'est pas passée inaperçue. Et oui, il n'y a pas que Rivas, le cavalier affolé, qui les a aperçus. Il y a également des bergers qui les ont vus. Même un messager de Santa Anna en personne a recommandé aux civils de quitter la ville dans les plus brefs délais. Le bouche à oreille fait son effet, car la population de San Antonio cède petit à petit à la panique. Dans chaque coin de la ville, on peut voir la population courir dans tous les sens, vider les maisons pour ensuite charger des chariots. Dans les magasins, où les marchands dressent en vitesse un inventaire de leur stock, la population se bouscule pour acheter des provisions. Certains en viennent même aux mains. Les vieillards prennent place à l'arrière des guimbardes pour fuir San Antonio. Les routes sont encombrées d'hommes, de bestiaux et de charrettes. Travis, qui se réveille toujours de bonne heure, remarque la cohue et la panique de la population. Il s'installe à son bureau et relit les charges qui accablent l'un des hommes de Bowie qui doit passer en cour martiale dans la matinée. Puis, il entend un bruit à l'extérieur qui l'interrompt dans sa lecture. Il se penche par la fenêtre et remarque la panique inhabituelle des habitants de San Antonio. Il regarde soudainement l'horloge à son mur qui indique 8 heures du matin. Inquiet, il part à son quartier général au pas de course et remarque autour de lui les civils qui évacuent les lieux. En cours de route, il demande à des passants ce qui se passe, mais personne ne lui répond. Agacé par l'ignorance de la population, Travis menace de ne plus autoriser les nouveaux départs. Certains au sein de la population vont lui dire qu'il préfère gagner l'arrière-pays pour les travaux de culture. Travis n'en croit pas un mot, mais il retourne dans son quartier pour reprendre les choses en main. Il prend la décision de mobiliser ses troupes. Mais à cet instant précis, beaucoup d'hommes dorment et certains sont même en charmante compagnie. La compagnie est loin d'être sur le pied de guerre. Beaucoup ont la gueule de bois à cause de la soirée arrosée de la veille. À 9h, soit 1 heure plus tard, à la grande inquiétude de Travis, seuls 9 hommes montent la garde sur les vétustes remparts de l'Alamo. Les officiers arrivent un à un dans le bureau de Travis et ils donnent l'ordre de mobiliser les troupes. Il souhaite également que les soldats interrogent la population pour avoir plus de détails sur ce mouvement de panique soudain. Mais personne dans la population civile ne va répondre aux soldats texans. Travis s'aperçoit que certains volontaires ne sont pas présents à leur poste et il demande à Bowie et Crockett de faire rassembler tous les hommes. Les 3 hommes s'entretiennent et prennent la décision d'interdire tout nouveau départ de la population civile. Puis, Bowie et Crockett parcourent chacun de leur côté San Antonio à la recherche de leurs compagnons d'armes. Il est 10h quand Davy Crockett arrive, décontracté et le sourire aux lèvres. Il a réussi à rassembler tous les hommes qui sont sous son commandement et les a déployés au coin des principales artères de la ville. Bowie, quant à lui, a plus de difficultés. Fiévreux, le teint pâle et crachant du sang, il réussit à retrouver tous ses volontaires pour les placer avec beaucoup de soin aux différentes entrées et sorties de la ville. Il est agacé du silence de la population et décide de procéder à des arrestations arbitraires qui ne résout rien, puisque personne ne crache le morceau. Le lieutenant-colonel William B. Travis est enfermé dans son bureau et conduit la cour martiale. À 11h du matin, un des messagers du capitaine Seguin fait irruption dans la pièce et annonce que les Mexicains sont arrivés à proximité de la ville, prêts à charger. Partout, le bruit court que le général Ramirez y Sesma a été aperçu dans la nuit près de Leon Creek, qui se trouve à 8 km de San Antonio, et qu'il a continué son avancée jusqu'à Alezan Creek. Travis n'est même pas alerté par cette nouvelle. Comme il le dira, ça fait la 3e fois qu'une telle rumeur naît et effraie la population. Pour lui, c'est juste une rumeur pour faire peur. Mais pour en avoir le cœur net, le commandant de l'Alamo décide de se rendre au sommet de la tour de l'église San Fernando, qui offre une vue panoramique de la région. Le docteur John Sutherland, qui a appris cette rumeur, le rejoint et ils gravissent ensemble les marches qui mènent au clocher, puis se précipitent au rebord du beffroi. Pendant de longues minutes, ils vont observer l'ouest et l'est, mais ils ne distinguent qu'un paysage vert qui est parsemé de chênes
de forêts et de prairies. Il regarde avec une lunette, mais il ne voit rien. Travis, rassuré, maintient son ordre d'interdire de quitter la ville et donne l'ordre à une sentinelle de prendre place dans le clocher pour surveiller les horizons de toute menace. En cas de mouvement, la vigie doit donner l'alarme. Aucun éclaireur ne sera envoyé aux abords de Leon Creek, là où les Mexicains sont stationnés. Les heures passent et le calme revient dans l'Alamo. Les soldats texans s'emmitouflent dans leurs manteaux et baissent peu à peu la vigilance, sauf le capitaine Philippe Dimmitt et le lieutenant Benjamin Noble, qui sont en mission de reconnaissance, et quelques soldats qui sont stationnés à des endroits stratégiques. L'après-midi, certains des Texans sont partis se rafraîchir ou se reposer, ce que fait également Bowie. Travis, lui, repart travailler dans ses quartiers et Crockett sirote le thé avec les époux Dickinson. Le calme revient au sein de l'Alamo quand tout à coup, le tocsin retentit. Du haut du clocher, la sentinelle, en agitant son chapeau, crie « L'ennemi est en vue !» Partout, les passants courent en poussant des cris de terreur, alors que les autorités texanes leur avaient demandé de rester calmes. Les habitants se réfugient et se barricadent chez eux. Travis, Bowie, Crockett, ainsi que d'autres officiers, gravissent à toute vitesse l'escalier du beffroi pour scruter l'horizon sud-ouest, que la vigie montre du doigt. En regardant l'horizon, personne ne voit de mouvement de troupes. Il n'y a que la plaine. Un des soldats crie pour rassurer ses camarades en bas de l'église. « Fausse alerte !» Tous demandent des explications à la vigie pour cette prétendue alarme, et ce dernier va expliquer qu'il a vu l'ennemi s'approcher à travers les hauteurs de l'Alezan. « Mais je les ai vus! Ils se sont dissimulés derrière les taillis !» Mais personne ne le croit. Le guetteur se retrouve une nouvelle fois seul en haut de la tour. La foule commence à s'éloigner tout doucement, quand le docteur Sutherland propose à Travis de partir en reconnaissance en direction de Leon Creek. Après avoir été convaincu, Travis accepte, mais souhaite qu'il soit accompagné par des spécialistes de la région. Sans hésitation, John W. Smith, dit El Colorado du fait de ses cheveux roux, se porte volontaire. Les deux hommes se mettent d'accord sur un signal. S'ils reviennent au galop, ça veut dire que les forces mexicaines se retrouvent dans les parages et que la sentinelle n'a pas fait d'erreur. Davy Crockett, lui aussi, part en reconnaissance, mais en solitaire. Travis et Bowie sont côte à côte au sommet de la tour de l'église San Fernando et suivent les mouvements de Sutherland et Smith grâce à des jumelles. Les deux hommes s'enfoncent lentement dans les hauteurs de l'Alezan. Ils se trouvent à 2 km de leur point de départ et les éclaireurs atteignent le sommet de la crête, d'où ils dominent l'horizon. Là, ils n'en croient pas leurs yeux. Des centaines de cavaliers mexicains sont cachés dans les fourrés et leurs casques reflètent la lueur du soleil. Ils sont rangés en file, lances pointées et bannières déployées. Les dragons de Santa Anna attendent le signal pour attaquer. Sutherland et Smith se font repérer et font aussitôt demi-tour en galopant vers San Antonio. Derrière eux, la colonne ennemie se met soudainement en marche. Les éclaireurs prennent énormément de risques pour revenir. Tellement de risques que le cheval du docteur Sutherland glisse dans une flaque de boue. La secousse est si violente que le cavalier est désarçonné. Projeté à terre, il a le genou brisé. Smith revient vers lui pour l'aider à remonter en selle. Travis, voyant ses deux éclaireurs revenir dans un état de panique, donne l'ordre à ses hommes de se retrancher dans l'Alamo. Bowie et ses volontaires en font autant. Les rebelles disposent désormais de 15 à 20 minutes pour se mettre à l'abri. La panique gagne les rangs des Texans, et ça se transforme en une incroyable débandade. À pied, à cheval, à dos de mulet ou en chariot, les hommes, les femmes et les enfants traversent la rue Potrero jusqu'à la rivière et avancent tant bien que mal vers l'Alamo. Les 50 soldats mexicains laissés sur place depuis la reddition du général Coz sont emmenés en ville, où les troupes mexicaines les reprendront pour s'en occuper. Travis et Bowie vont se répartir les tâches, et tout en étant escortés vont acheter plus de 30 têtes de bétail à Ignacio Pérez. Ils les conduisent jusque dans le corral, qui se trouve dans le côté est du fort. Bowie et ses hommes, eux, fouillent les huttes à la recherche de vivres et de matériel. Contre toute espérance, ils ramènent en tout 90 sacs de grains. Un troisième groupe démantèle l'atelier du forgeron Antonio Saez, connu pour ses talents d'armurier. Les consignes sont claires, rien ne doit servir à l'ennemi.
Une partie du matériel qui sert à réparer les armes est emmenée dans l'enceinte du fort. Les Texans se reprennent et sont motivés grâce aux paroles de leurs officiers. Jim Bowie, avec sa voix rauque, ne cesse de donner des ordres et des conseils. Enfin, quand il n'est pas stoppé par une canne de tout. Le sergent William Ward surveille les 2 canons qui couvrent l'entrée principale de la forteresse. À l'intérieur du fort, les artilleurs sont prêts à recevoir les Mexicains. Certains volontaires de Bowie crient pour avoir de nouvelles armes pour se battre, car ils ont égaré ou vendu les leurs pour pouvoir se procurer de l'eau-de-vie. Certains rassemblent leur équipement et courent au rempart. Pour être protégés, les femmes et les enfants ainsi que les vieillards sont entassés dans l'église, dans de minuscules pièces. C'est plutôt curieux de renfermer des civils là où on entasse la poudre. Le docteur Sutherland et Smith pénètrent dans une ville quasi déserte et rencontrent sur leur chemin Davy Crockett qui les informe des dispositions prises par Travis. En haut du clocher, la sentinelle signale que les Mexicains approchent en grand nombre de San Antonio en empruntant les routes de Presidio et de Laredo. Un détachement de la cavalerie mexicaine arrive à hauteur de Campo Santo, un cimetière situé à plus d'1 kilomètre à l'ouest. Sutherland, épaulé par Crockett du fait de sa blessure au genou, fait son rapport à Travis au quartier général. Les 2 hommes trouvent le lieutenant-colonel Travis en train d'écrire une lettre, qui est ensuite donnée à Lanslow Smithers, qui doit aller la remettre au juge Andrew Ponton, et qui contient un appel au secours. Les forces considérables de l'ennemi sont en vue. Nous avons besoin de renforts et d'approvisionnement. Envoyez-les nous. Nous sommes 150 hommes résolus à défendre l'Alamo jusqu'au dernier. Aidez-nous. Travis, agité par les événements, n'écoute même pas le rapport du docteur Sutherland. Désormais, il écrit une lettre à l'intention du colonel Feinin pour lui demander des renforts. Il demande à Sutherland de se rendre le plus vite possible à Gonzales pour donner l'alarme et surtout pour y mobiliser des volontaires. N'ayant pas le temps de soigner son genou, il repart en boitant pour accomplir sa mission. Le lieutenant-colonel Travis donne l'ordre à Davy Crockett de placer ses hommes le long de la palissade diagonale de terre et de pieux, entre l'église et le cantonnement du côté sud. Mais Travis connaît les talents de tireur de Crockett et lui demande de prendre position avec ses meilleurs tireurs en bas de la rue Potrero pour retarder l'avance des Mexicains. Crockett trie ses hommes sur le volet. Armés de longs fusils, de pistolets, de couteaux de chasse et même de tomahawks pour certains d'entre eux, ils franchissent la rivière et se mettent en position derrière des habitations désertes. Ils sont dissimulés, se mettent en position de tir et sont prêts à tirer sur tout ennemi arrivant sur leur position. Du côté mexicain, c'est le colonel José Vicente Mignon qui doit avec ses 400 chevaliers nettoyer toute résistance rebelle. Les Mexicains entrent dans San Antonio dans un calme plutôt troublant. Toujours postés en bas de la rue Potrero, Crockett et ses hommes aperçoivent un groupe de cavaliers et chacun choisit sa cible, de préférence un gradé. Au signal de Crockett, les coups de feu retentissent. Touchés, plusieurs soldats mexicains s'effondrent au sol. Les échanges de tirs se font maintenant entendre. Les tireurs d'élite de Crockett se montrent plus adroits dans cet exercice. Au bout de quelques minutes, et avant qu'il ne soit trop tard, Crockett donne l'ordre de quitter la position. La troupe remonte en selle, sauf James M. Rose, qui souhaite couvrir ses camarades pour qu'ils puissent se replier. Fin cavalier, il parvient à s'en sortir. La performance de Crockett et de ses hommes est félicitée par les hommes de la garnison. Grâce au temps gagné par les tireurs d'élite, la garnison a non seulement réussi à préparer sa défense, mais Travis et Bowie apposent tous deux leur signature pour demander des renforts au colonel Feinin. Celui qui doit transporter le message est le jeune John Johnson, un cavalier émérite qui dissimule la lettre dans la doublure de sa veste. Il doit se rendre à Goliad. Dans la lettre, il est écrit « Nous avons fait retirer tous les hommes dans l'Alamo, où nous résisterons selon notre honneur et celui de notre pays, jusqu'à ce que nous ayons obtenu l'assistance que nous vous implorons de nous envoyer de toute urgence. Étant donné notre situation, nous espérons que vous dépêcherez tous les hommes disponibles. Nous sommes ici à la tête de 156 hommes, parfaitement résolus à ne pas battre en retraite.
Nous ne possédons que fort peu d'approvisionnement, tout juste suffisant pour tenir jusqu'à ce que vous arriviez avec vos hommes. Nous jugeons superflu de répéter à un officier valeureux, conscient de son devoir, que nous lui demandons secours. » Pendant que les troupes de Santa Anna investissent San Antonio, un groupe commandé par le capitaine Sanguin surgit de la lisière de la ville en brandissant le drapeau mexicain tricolore orné de 2 étoiles au centre, symbole du Coahuila y Texas. Un geste qui rappelle l'ancienne constitution de 1824 que les Mexicains ont récusée. Les dragons ne relèvent pas le défi de se battre contre eux. Mais Seguin n'est pas rassuré par les forces en nombre qu'il a face à lui et il décide de se replier. Le lieutenant-colonel Travis a eu la même idée puisque l'Alamo a hissé le même drapeau. L'horloge indique maintenant 4 heures de l'après-midi. Le colonel Ventura Mora prend possession de la mission Concepción avec ses cavaliers. Dans leur plus bel uniforme, les troupes de Santa Anna défilent sur la place d'armes de la ville. Les Texans observent la scène depuis les remparts du mur ouest et croient avoir en face d'eux l'avant-garde de Ramirez y Sesma, mais ils se trompent. Le dictateur mexicain, lui, est contrarié, car il remarque que le commandant de son avant-garde est beaucoup trop prudent et il gâche ainsi les chances de succès de finir le combat rapidement. De par sa faute, comme il le dira, il faudra prendre d'assaut l'Alamo, voire faire un siège. Mais pour le moment, Santa Anna savoure sa victoire d'avoir mis en déroute les traîtres au gouvernement de Mexico. Le dictateur mexicain pense arriver en libérateur et interdit la moindre exaction envers les civils. Le général mexicain va installer ses quartiers dans la maison de la famille Ituri, qui se trouve à l'angle nord-ouest de la place principale. La progression des Mexicains empêche certains Texans de rejoindre l'Alamo. Voyant les bannières mexicaines, certains décident de rebrousser chemin. Travis n'a pas vu revenir ses 2 éclaireurs partis 2 heures plus tôt, le capitaine Philippe Dimit et le lieutenant Benjamin Noble. En réalité, les 2 hommes se sont perdus et n'ont pas pris la route de Leon Creek pour constater l'avancée des troupes mexicaines. Ils ne souhaitent pas forcer le passage et décident de se rendre à Gonzales pour donner l'alarme. Le périmètre est désormais sous bonne garde, le siège du fort Alamo débute. Santa Anna demande à un groupe de soldats mexicains de grimper au sommet de l'église de San Fernando. Soutenu par ses camarades, l'un d'eux se hisse dans la tour et y place un drapeau rouge. Sur ce drapeau rouge, on voit une tête de mort, accompagnée de cette inscription « Mort aux traîtres ». Selon la tradition mexicaine, ce drapeau rouge qui est couleur sang signifie qu'il n'y aura pas de quartier, ni de pitié. Sur les remparts de l'Alamo, les Texans aperçoivent ce drapeau flotter au-dessus de la tour. Ils savent ce que cela veut dire, et certains commencent à avoir des doutes. Le lieutenant-colonel Travis souhaite répondre à cette sommation. Sans prévenir Bowie, il ordonne au groupe d'artilleurs de faire parler la poudre. Le coup ne fait aucune victime, mais il a visé un groupe de soldats mexicains sur la Plaza de las Islas. Le colonel Juan Almonte, qui s'est avancé avec un drapeau parlementaire, court à toute vitesse se mettre à l'abri. Le grondement du canon a fait trembler la ville et même les messagers l'ont entendu. Les Mexicains répliquent à leur tour en mettant en place leur artillerie. 4 coups de mortier sont tirés à intervalles rapprochés en direction de la forteresse, mais les impacts ne font aucun dégât. Bowie reproche à Travis de n'en avoir fait qu'à sa tête sans l'avoir consulté. Il lui rappelle qu'ils ont le commandement partagé du fort et qu'il ne doit pas prendre les décisions seul. Pour Bowie, en ouvrant le feu sur les Mexicains, il a compromis le sort de la garnison tout entière. Jim Bowie croit qu'il peut y avoir une possibilité d'entente, même si elle est infime pour préserver des vies humaines. Il faut voir ce que les Mexicains proposent, quelle que soit la couleur du drapeau qui flotte actuellement au-dessus de l'église San Fernando. À cause de ce qui s'est passé, Travis a compromis tout pour parler. Les volontaires de Bowie lui signalent qu'ils ont cru entendre des notes de clairon juste avant la déflagration. Ces notes signifient que les Mexicains ouvrent des négociations. Hors de lui, Bowie décide d'entamer ses propres transactions. Il arrache une feuille vierge dans un cahier d'enfant et demande à Seguin de marquer quelques lignes en espagnol. La lettre est bourrée de diplomatie et d'excuses, car il y explique qu'il n'avait pas entendu les clairons parlementaires mexicains avant ce coup de canon.
et Bowie souhaite, si possible, tenter une ouverture de pourparlers. En relisant le message de Seguin, il voit à la fin l'inscription « Dieu et la Fédération mexicaine ». Bowie raye cette phrase et la remplace par « Dieu et le Texas ». Ça veut simplement dire que Bowie reste avant tout un révolutionnaire et qu'il souhaite que cette terre devienne un jour indépendante. Tout en tremblant, il signe le papier. Il confie au major Green Jameson la mission de messager, car il maîtrise la langue espagnole et a suivi une formation de juriste. Celui-ci sort de l'enceinte muni d'un drapeau blanc. Le colonel Almonte vient à sa rencontre au niveau de la passerelle. Travis sort de son bureau et observe les pourparlers dont il n'était pas au courant. Il prend Travis à part et le ton monte entre les deux hommes. De son côté, Jameson fait tout ce qu'il peut lors de ces négociations. Il explique que le combat est inégal à 10 contre 1 et qu'il y a des femmes et des enfants qui sont retranchés dans la mission. Jameson dira que l'Alamo ne vaut pas cette effusion de sang et qu'il souhaite une reddition de la place mais sous des conditions honorables. Le colonel Almonte fait expédier la note de Bowie à Santa Ana, mais ne peut assurer tous ses accords. Le dictateur reçoit la note de Bowie et la jette au sol. Il va en rédiger une à son tour à l'intention des rebelles. Le colonel d'état-major, José Batrez, remet cette note à Jameson, qui est toujours en pleine conversation avec Almonte. Puis, Jameson repart dans le fort pour donner la lettre à Bowie. Ce dernier, en la lisant, devient de plus en plus pâle. Les volontaires comprennent que les négociations ont échoué. Le message dit « L'armée mexicaine ne peut parlementer sous condition avec des étrangers en état d'insurrection. Ceux-ci n'ont d'autres ressources, s'ils tiennent à conserver leur vie, que de se mettre immédiatement à la disposition du gouvernement souverain, auprès duquel ils peuvent espérer quelque clémence. » Les Texans savent désormais que le président mexicain est sur place, et ça porte un sérieux coup à leur morale. Il est désormais 17h30, et le soleil se couche petit à petit. Le différend entre Bowie et Travis reprend de plus belle. Mais l'un d'eux décide d'envoyer le capitaine Albert Martin auprès des Mexicains pour délivrer un message verbal. Ce dernier franchit la porte prudemment, rencontre le colonel Almonte près de la passerelle et la discussion va durer plus d'1 heure. Mais sans succès. Le colonel Almonte assure qu'il ne peut pas faire autre chose que d'obéir aux ordres de son gouvernement. Il refuse donc de traiter avec le lieutenant-colonel Travis. Ce sont les ordres et il va les suivre. Seule une capitulation immédiate et sans condition peut être acceptée. Le capitaine Martin revient délivrer le message au fort, échange quelques mots avec son supérieur, puis revient vers Almonte pour lui dire que l'accord est en cours de réflexion et que s'il est accepté, il reviendrait en compagnie du lieutenant-colonel Travis qui remettrait les clés de la mission à Santa Ana. Si l'offre est refusée, les canonniers de l'Alamo ouvriraient le feu. Le lieutenant-colonel William B. Travis doit prendre une décision et décide de faire appel à ses officiers. Davy Crockett, lui, reste au rempart à observer les Mexicains. Bowie est avec ses volontaires, tout en ayant des quintes de toux et en tremblotant de fièvre, mais il va écouter le discours du commandant de la garnison. Travis rappelle à ses hommes que l'Alamo est la clé du Texas. Il est le dernier rempart qui protège les colons de Santa Ana. La révolution est enclenchée et le rapport de subordination avec les autorités de Mexico n'existe plus. Le président, devenu dictateur au Mexique, ne peut plus dicter sa loi au Texas. Pour lui, les conditions proposées par les Mexicains sont inacceptables. La garnison, même si elle est petite, doit résister jusqu'à l'arrivée des renforts. À la fin de ce petit discours, les Texans l'acclament, montrant qu'ils le soutiennent. Le commandant de la garnison ne perd pas une minute. À son signal, le canon de 18 livres tire en direction des lignes adverses. Les hostilités sont bien ouvertes. La soirée se passe calmement. Les Mexicains installent leur bivouac en vue de l'Alamo. Le colonel Almonte, lui, fouille les propriétés de San Antonio et découvre chez le charpentier des cartes de la région. Un silence lugubre règne à San Antonio. Il n'y a plus d'éclats de rire, plus personne ne joue de la guitare pour accompagner les chants. Il n'y a plus âme qui vive dans la ville. Pourtant, dans la pénombre, des ombres se faufilent à droite et à gauche de la ville et réalisent des activités mystérieuses. Et oui,
Certains de la garnison de l'Alamo réussissent à revenir chez eux pour donner des nouvelles à leurs proches. Certains réussissent même à entrer dans l'Alamo au nez et à la barbe des Mexicains.